Bonsoir à tous et bonsoir à toutes les personnes qui sont connectées avec nous ce soir sur ce live stream. Nous sommes ravis de vous accueillir à cette édition du TikTok Showtime. Je suis accompagné ce soir de Natacha, qui est vice-présidente marketing du groupe Artefact pour la France et qui va nous parler un petit peu plus en détail du coup de sa relation avec TikTok et notamment sur ces dernières années. Nous sommes en direct de Paris, de la porte de Versailles, et pendant cette prochaine heure, je vais essayer de vous faire découvrir avec le reste de cette équipe les trois grands piliers qui s'articulent autour de notre vision 2021, les enjeux 2022, la créativité et le contenu, et enfin, ce nouveau mot, le community commerce, vu par TikTok. Toutefois, avant de commencer, j'aimerais poser une première question, s'il te plaît Natacha. Notamment, j'aimerais que tu nous parles un petit peu plus de ta collaboration avec TikTok et peut-être une rétrospective de ce qui s'est passé ensemble. Merci. J'ai un micro. Merci beaucoup. On travaille ensemble depuis 1 an et demi. On a lancé la première campagne ensemble sur un client retail en juin 2020. Et dès le début, on a vu des très bonnes performances sur nos campagnes. Et ce qu'on a aimé aussi chez TikTok, c'est le fait que ça ressemble aussi à notre ADN de chez Artefact, de tester des nouvelles choses. On a été bêta-testeur sur le format carousel, par exemple, ensemble, et de pouvoir toujours pousser des nouveaux cas clients. Aujourd'hui, on accompagne principalement sur le secteur de l'entertainment, du retail, du travel et du luxe. Et on est ravis aussi d'avoir les équipes Deezer aujourd'hui qui vont nous présenter l'un des cas qu'on a réalisé ensemble cette année. Super, merci infiniment. Et nous aussi, ravis du coup d'accueillir vos clients avec nous ce soir. Sans plus attendre, du coup, je vous propose d'avoir Florian Chavanel, qui est directeur des agences sur le marché français, qui va du coup vous faire cette rétrospective. Et je vous reverrai un petit peu plus tard pour la conclusion. Merci infiniment, Natacha. Merci beaucoup, Arnaud. Merci Arnaud, je suis ravi de participer avec vous à ce premier Showtime Artefact. On est jeudi soir, on va essayer d'être le plus court et concis possible. Son format résume parfaitement notre positionnement et la relation de confiance que l'on a réussi à construire avec vous au cours de ces derniers mois. Vous êtes nos premiers ambassadeurs, merci pour la confiance témoignée. Ce soir, un agenda riche et varié va nous attendre. Nous allons vous rappeler notre positionnement et propositions de valeur, vous présenter le pivotage opéré par TikTok au cours de ces derniers mois, de réseau social, la plateforme de contenu vidéo et la création d'un fameux format que vous connaissez maintenant, le short form vidéo, et surtout vous réexpliquer notre politique en matière de sécurité, nos solutions full funnel pour toucher de nouveaux prospects, mais surtout améliorer vos ventes. Ce Showtime sera aussi l'occasion d'échanger, de débattre et de discuter avec nos partenaires au cours de 3 tables rondes. La première que j'animerai, mêlant analyse et prospective pour comprendre l'année 2021, les enjeux 2022. J'accueillerai Natacha pour en discuter avec moi. La seconde table ronde sera animée par Fabien Leroux et les équipes de Deezer autour de la culture, le contenu, la créativité. Nous parlerons également de ce fameux cas Deezer. Et enfin, nous conclurons ce Showtime par un échange autour du community commerce pour partager et comprendre votre vision, les enjeux et tendances pour vos annonceurs en 2022 avec Arnaud Marot. Slide suivante, s'il vous plaît. Le premier enseignement de cette année de collaboration est l'évolution du niveau de discussion que nous avons avec nos partenaires. Vous le savez, TikTok a connu une formidable année 2020 et 2021. Cette croissance fulgurante peut s'expliquer par différents phénomènes, mais nous sommes surtout la première application la plus téléchargée au niveau mondial. La seconde, malheureusement, en France, après tous anti-Covid. Nous avons hâte de les balayer en 2022. C'est un signe très fort que l'engouement né pendant le premier confinement de mars 2020 n'était pas qu'un épiphénomène, mais une vraie tendance de fond. Nous savons néanmoins que certains d'entre vous ont encore certaines questions concernant TikTok, son audience, son positionnement, notre politique de sécurité, mais surtout les bénéfices que vous pouvez tirer pour vos prospects ou vos clients. Nous allons tenter d'y répondre. Le premier insight que je souhaitais vous partager concerne nos utilisateurs. D'après l'Institut Apani, la croissance de nos utilisateurs a augmenté de 94% au niveau de 2021. Inversement, les 5 principaux concurrents de TikTok n'ont connu une croissance que de 11%. Slide suivante. Et, roulement de tambour, un peu d'autosatisfaction ne faisant jamais de mal, nous sommes désormais plus d'1 milliard d'utilisateurs actifs par mois sur TikTok dans le monde, data n'incluant pas la Chine. Au regard de cette croissance, j'imagine que vous posez toujours différentes questions. Pourquoi et comment expliquer le phénomène TikTok, mais surtout, quel est le phénomène, le moteur de ce phénomène? La réponse est simple et se résume en 4 mots: contenu, créativité, tonalité, positivité. Nos utilisateurs viennent sur TikTok pour se divertir, dans un cadre bienveillant, grâce à la variété des contenus proposés sur la plateforme. Vous le savez désormais, TikTok est le relais de la pop culture, et les nombreux artistes ou tendances qui naissent sur TikTok deviennent des phénomènes de société. Slide suivante. 3 piliers nous différencient de nos concurrents. Notre tonalité, authentique et bienveillante,
la créativité et les divertissements proposés en son sein, mais surtout l'engagement de notre communauté. TikTok est une plateforme positive, une plateforme qui a pour mission d'apporter de la joie et du rire, mais surtout la plateforme de la découverte, de l'expression et de l'acceptation de soi-même et des autres. Vous pouvez les appeler génération X, Y ou Z, nous les appelons génération T, une génération unie, ouverte et solidaire. Slide suivante. 75% de nos utilisateurs viennent sur TikTok pour se divertir. Cela est rendu possible grâce à des contenus adaptés. Notre algorithme, basé sur une logique de content graph, analyse et comprend vos centres d'intérêt à partir des contenus que vous consommez. Des contenus diversifiés, mais diversifiants. Sport, culture, cuisine, voyage, do it yourself, et ce n'est pas fini. Nous avons hâte de vous communiquer nos nouveaux partenaires en 2022. Mais surtout des contenus originaux et riches produits par des créateurs et des créatrices. Ce sont les fondements de notre succès. Slide suivant. Et cela fonctionne. Nos utilisateurs voient TikTok comme un canal de liberté. Les tendances naissent désormais sur TikTok, mais elles se développent pour influencer d'autres canaux. Insight intéressant que je souhaitais vous partager, une étude menée en partenariat avec Storyful a prouvé que les utilisateurs TikTok sauvegardent souvent des vidéos natives à la plateforme pour les charger directement sur d'autres plateformes. Ainsi, en 2021, le watermark TikTok a été observé dans 52% des vidéos analysées sur d'autres plateformes. Slide suivant. Néanmoins, le succès rapide de TikTok et l'engouement qu'il suscite ne doit pas se faire au détriment de notre communauté. La protéger, pour lui offrir la meilleure des expériences, est le fondement de notre proposition. Voici différentes mesures structurelles que nous avons prises pour rendre TikTok encore plus sûr, et notamment pour les plus jeunes. Tout d'abord, TikTok est une plateforme réservée exclusivement aux personnes âgées de plus de 13 ans. Notre algorithme, nos process de contrôle nous aident à détecter les comptes ne respectant pas nos directives et nous les supprimons si besoin. Pilier numéro 2, nous limitons intentionnellement l'accès à certaines fonctionnalités telles que les lives et les messages directs. Et enfin, les comptes des utilisateurs âgés de 13 à 15 ans sont privés par défaut. Avec un compte privé, seuls les abonnés acceptés par l'utilisateur peuvent visionner ces vidéos. Je pourrais vous citer également la restriction des options de commentaires, la fonctionnalité duet et collage impossible pour les moins de 16 ans. Il s'agit de décisions fortes mais assumées que nous avons prises pour protéger nos plus jeunes membres. Slide suivant. Enfin, l'accompagnement des parents et des familles est également le fondement de notre politique de sécurité. Nous leur offrons différentes ressources, dont la fameuse fonction connexion famille, une première dans l'industrie qui permet aux parents d'associer leur compte TikTok à celui de leur adolescent, afin d'activer une série d'options de contrôle des contenus, mais surtout de protection de la vie privée, comme la gestion du temps d'écran par exemple, un vaste débat dans les foyers. Si vous souhaitez en savoir plus sur nos dispositifs de sécurité et de confidentialité, vous pouvez nous rejoindre chaque trimestre pendant nos forums sur la transparence où nous approfondissons tous ces sujets. Vous trouverez également tous nos rapports en ligne si besoin. Well, I lost my job in the pandemic. Now, I've been in kitchens for 10 years. I've been doing Michelin stuff, I've been doing fine dining, I've been doing a bit of everything. Ho iniziato durante la quarantena di marzo e ho iniziato appunto a fare video. People told me nobody wants to watch math videos being taught by a drag queen. I'm just going to pick my phone up and sing into it and see what happens. E poi è partito, cioè ho pensato a fare dei video dove mi capissero tutti. Alla fine l'unico modo era non parlare. I first uploaded a video of me taking my leg off and doing the flexibility challenge where you had the numbers all the way around. So I just thought, yeah, I have a cheat code, I'm just going to use my leg. I did just one potato video, just made these crispy potatoes, and it was the first video that I had that reached 1 million views, and I was like, oh. There's 1 million people that have just seen that video. I don't think 1 million people have ever seen anything I've done in my whole life. Okay, this is what people want to see. They want to see a good crispy spud. People all over the world have been telling me how much they love them and how it's really changed their perspective on math and even changed their perspective on drag queens and gay people. I just want to share what I'm learning, and even stuff that I'm learning, I want people to learn alongside me. Especially with food as well, you're always learning, you're taking inspiration. Ma il primo consiglio che do è essere appunto se stessi e non provare a creare un personaggio che non li rispecchi.
Allora, per me essere se stessi vuol dire non farsi influenzare dalle altre persone. So, my advice is to block out all those other thoughts and just follow your own dream. Don't compare yourself with other people. You are your own unique person. Sticking to what you know and your authentic self. Just keep it simple. You should have a go. Have a little go. Première table ronde avec Natacha pour discuter de 2021 et également essayer de comprendre les principaux enjeux 2022. Première question, Natacha. On sort de 2 années, voire de 18 mois assez challengeants. Comment, chez Artefact, vous y êtes-vous adapté? Alors en effet, ça a été une période assez longue. On ne pensait peut-être pas tous que ça allait durer aussi longtemps, pour être honnête. Déjà, ça a été un sujet d'équipe et d'agilité des équipes et de trouver des solutions rapides. Si on regarde de vision très macro sur la partie marketing, on a basculé forcément de manière très forte sur la partie performance, naturellement aussi par rapport aux enjeux et la communication. On a vu aussi un mouvement de digitalisation naturelle chez nos annonceurs aussi, sur la partie retail également. On voit enfin des signaux très positifs sur la reprise sur tous les secteurs, mais aussi sur la partie travel notamment. Et on a enfin aussi plus de vision sur la partie branding. Ce sur quoi on travaille ensemble déjà depuis 1 an et demi principalement. Donc c'était une adaptation rapide, agile. Je ne dirais pas qu'on est dans un monde complètement nouveau d'avant, mais les choses évoluent et laissent de la place notamment sur la partie créative et médias et une grande part sur le digital. Je pense qu'on a plein de choses à faire ensemble. Ouais, c'est un très bon point en effet, parce que vous avez, vous, une stratégie de reverse funnel, adresser également les problématiques haut de funnel alors que vous êtes très bien identifié sur le middle et bas de funnel. Nous avons commencé en effet avec un format iconique, le hashtag challenge. Aujourd'hui, l'idée étant de démontrer notre efficacité sur du mid et bas de funnel. Ma question est de comprendre, d'avoir ta vision sur le phénomène, le succès TikTok et comment tu pourrais l'expliquer ou le conseiller à tes clients qui sont en ligne et qui n'ont pas encore eu la chance de nous tester. Alors, je pense que l'un des succès, déjà, c'est tout ce qui va être l'approche engagement aussi. On l'a vu par des résultats et on va le voir aussi avec le case justement Deezer. C'est l'engagement et ce qu'on a pu en sortir derrière. Je pense que si on parle de réseaux sociaux, on peut forcément parler de viralité. Là, ici, on a vu un vrai impact notamment et sur tous les tests qu'on a pu mener avec nos annonceurs aussi. Donc déjà, la phase d'inclusion aussi dans ce moment-là, dans un moment particulier sur les réseaux sociaux, d'engagement, de pouvoir travailler les différentes étapes aussi qu'on listait entre du branding, peut-être aller un peu plus loin aussi sur de la performance. Le succès qu'on voit aussi, c'est la place aussi de la créativité, forcément, qui remet de la place forte de la créativité. L'émergence des formats vidéo, je pense que c'est vraiment aussi un sujet qu'on voit cross-platform aussi, et pas uniquement chez TikTok, mais que vous êtes vraiment orienté sur la vidéo. Donc clairement, on voit qu'il y a un vrai essor sur cette partie vidéo. Et j'en parlais sur la créativité, c'est aussi pour nous un challenge et qu'on sait relever aussi chez Artefact parce qu'on va travailler sur des sujets de planning, même organique, social, pour réussir à faire ces campagnes TikTok. Donc c'est des challenges qui sont multiples. Le succès pour nous, c'est vraiment l'engagement, ces nouvelles plateformes, le fait que bien sûr, naturellement, on va avoir une couverture internationale large et de pouvoir accompagner nos annonceurs sur ces différents pays. Merci. Basculons désormais en 2022. On va faire un peu de prospective. D'un point de vue macro, quels vont être vos enjeux et vos ambitions pour 2022 et que peut-on se souhaiter de manière commune pour cette prochaine année ? Alors, chez Artefact, on a des grands enjeux de croissance sur les prochaines années, les prochains mois. Ça nous fait un point commun. Ça fait un point commun, en effet, c'est le premier point. Je dirais que surtout sur la partie média pure, ensemble, je pense que et c'est aussi l'objet aujourd'hui de cette session, c'est pouvoir pousser un peu plus loin que du branding. On a une très bonne relation sur la partie branding avec beaucoup de cas ensemble. On a envie d'aller un peu plus loin, notamment sur des perspectives plus performantes et sur du social commerce. On va le voir aussi plus tard. Donc, pouvoir accompagner aussi nos annonceurs sur cette partie plus performance et un peu plus bas dans le funnel. Travailler, je pense qu'on a des points communs à se retrouver en fait, entre une vision très performance et une vision branding. Je pense qu'il y a un point vraiment commun qu'on peut arriver à craquer ensemble.
Le sujet qui va se poser aussi pour nous, c'est comment on arrive à accompagner correctement aussi sur une plateforme comme TikTok. Je parlais de la créativité, mais comment on va travailler sur du planning de ces campagnes. Ça peut impliquer des planners strat chez nous aussi. La partie créative, évidemment, qui va être de plus importante pour émerger sur cette plateforme qui connaît un franc succès. Et sur 2022, notre axe de développement sur le média va être de continuer bien sûr à travailler des campagnes médias, toujours tester des nouvelles choses avec vous aussi, et travailler de plus en plus sur de l'accompagnement stratégique de positionnement justement de marques sur ces nouveaux écosystèmes. Et je ne pourrais pas conclure sans parler des enjeux sur la mesure, qui sont vraiment des enjeux qui sont très prégnants chez nous et chez tous les annonceurs, justement comment on va réussir à travailler sur différentes plateformes et s'assurer qu'on mesure correctement les touchpoints et les performances médias et s'assurer qu'on a des indicateurs performants et pertinents pour nos annonceurs. Merci. On va être un peu provoque et employer un mot qui est un gros mot, la plateformisation. Je voulais avoir ta vision et celle du groupe Artefact justement sur ce phénomène. Est-ce une opportunité, potentiellement une menace? Ça fait peur à certains annonceurs. Je voulais que tu nous partages ton point de vue. Alors oui, on a beaucoup de regroupements, de plateformisation, de mouvements qui se passent sur le marché. Je pense que si on regarde rétrospectivement, c'est quand même des changements qui arrivent de plus en plus forts, mais des changements, c'est un marché qui évolue tout le temps. Donc on va tenter de, en tout cas, répondre correctement à ces problématiques-là. Nous, aujourd'hui, notre positionnement chez Artefact, c'est vraiment de pouvoir tester des nouvelles choses, avoir une complémentarité. Notre positionnement fort sur la transparence, notamment de travailler avec tous les partenaires qui existent aussi, sans considération aucune derrière. Voilà, on répond à cet enjeu assez facilement en se disant qu'il y a une complémentarité, il y a une place pour tout le monde justement sur ce marché, de travailler la complémentarité entre les réseaux sociaux, mais aussi au global sur les plateformes médias qui peuvent être là. L'enjeu, bien sûr, je le relie bien sûr aussi à la mesure. Il va y avoir un vrai enjeu aussi de mesurer sur ces différentes plateformes et de ne pas se concentrer sur une seule plateforme, nos investissements publicitaires par exemple. Donc pour nous, c'est vraiment une réponse de complémentarité dans nos stratégies et nos plans médias et aller chercher aussi les bonnes audiences sur les bonnes plateformes là où elles sont. Et comme tu le disais en intro, justement, il y a un vrai enjeu sur TikTok d'aller chercher une audience spécifique sur cette plateforme. Tu en parlais, c'est vrai que les sujets prégnants comme la mesure, l'efficacité, voire par extension la privacy sont des sujets forts. La data est également l'un de vos cœurs de métier. iOS 14.5 aujourd'hui, 7 mois après, quel bilan, quelle première conclusion vous en tirez au niveau Artefact? Alors, des gros challenges en réalité chez tout le monde. Aujourd'hui, ça dépend vraiment de chaque annonceur sur sa spécificité et son mix entre son business model sur la partie app, mobile, web. C'est des vrais sujets de mesure qu'on a au fond, pas uniquement sur iOS, on a des sujets aussi bien sûr cookie-less. La réponse est surtout de pouvoir adapter nos stratégies médias en fonction, d'évoluer, de tester. Le sujet, c'est aussi de pouvoir accompagner nos annonceurs pour s'équiper en termes de mesures et de stack outils et d'aller chercher d'autres indicateurs, peut-être réfléchir aux KPI et aux frameworks qu'on va aller chercher en termes de mesures. L'une des solutions aussi, c'est de réfléchir peut-être aussi en item de marque, travailler sur des BLS par exemple, travailler sur d'autres indicateurs parce qu'on ne va pas se mentir, il y a beaucoup de données qui ont disparu par moment, essayer de trouver des moyens de remonter ces données et d'aller chercher des items pour mesurer justement la performance de nos campagnes. Donc c'est un gros challenge. On est équipé chez Artefact sur la partie data notamment, donc on peut vraiment accompagner sur ces sujets. Aujourd'hui, au bout de 7 mois, c'est très compliqué de dire qu'on a retrouvé 100% de notre trafic. Clairement, ce serait mentir de dire cela. Mais les gros sujets aujourd'hui, c'est vraiment de se dire comment on arrive à trouver la bonne solution adéquate en termes de mesures, mais aussi en termes de pilotage et de framework de KPI, aller chercher en amont des campagnes pour mesurer leur succès in fine, au-delà de ces données qu'on va forcément perdre à un moment donné. Merci Natacha pour ta vision. Nous allons laisser la place à Fabien Leroux en charge du planning strat de chez TikTok. Bonsoir à tous, je suis Fabien et je suis Brand Strategy Lead chez TikTok. On va se parler de créativité, mais avant, je voulais qu'on passe un petit moment avec Angela, qui est créatrice. Est-ce que tu veux te présenter en quelques mots? Bonsoir, je m'appelle Angela, je suis créatrice TikTok depuis quelques années maintenant et je me focalise dans la niche de la mode et de la beauté.
Et donc, on va discuter un petit peu avec Angela sur les enjeux de qu'est-ce que c'est qu'un créateur TikTok aujourd'hui, comment on s'inspire, comment on fabrique de la créativité, comment on travaille avec les marques. Je t'invite à t'asseoir sur ce magnifique canapé d'une couleur que je ne saurais définir. Angela, je rappelle que son nom c'est Fancy and Paris. Exactement. Donc allez la suivre sur TikTok car c'est super ce qu'elle fait. On va peut-être regarder d'ailleurs une vidéo d'exemple pour voir. Oh no, I hope I don't fall. Donc voilà un peu ton univers et la manière dont toi tu abordes la créativité chez TikTok. Est-ce que tu peux nous raconter toi à quel moment tu es arrivé sur TikTok, comment ça s'est passé, est-ce que tu t'es tout de suite emparé de la plateforme, est-ce que tu as mis un peu de temps pour l'apprivoiser, est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Oui, tout à fait. Alors, je suis arrivée sur TikTok fin 2019, début 2020. Quand j'ai commencé la plateforme, ce n'était pas du tout ce que c'est aujourd'hui. Il n'y avait pas encore autant de tendances et de choses qu'aujourd'hui. Donc, à l'époque, je faisais juste des petites vidéos chez moi, juste comme pour n'importe quelle autre plateforme. Mais avec le temps, c'est devenu vraiment une plateforme très, très différente où je crée du contenu. Je peux vraiment laisser ma créativité fluir à 100% parce que c'est une plateforme où on peut être authentique. On n'a pas autant de pression que sur d'autres plateformes. Et donc, quand on voit, par exemple, les vidéos que je postais il y a 1 an ou il y a 2 ans et les vidéos que je poste aujourd'hui, c'est vraiment, ça a évolué avec la plateforme. Je pense il y a 1 an, même quand on était dans le confinement, on voyait des vidéos qu'aujourd'hui, on regarde et c'est un peu bizarre de voir ce qui était à la mode à l'époque. Mais voilà, par rapport à la créativité, tout ça, j'ai beaucoup évolué parce que c'est une plateforme qui vraiment t'encourage à être créatif. En tant que créatrice de contenu, à chaque fois, aller un peu plus loin. Quand on voit un peu là, le type de création que tu fais, ça a l'air très sophistiqué, parce qu'il y a des effets, on a l'impression que ce n'est pas à la portée de tout le monde, et je pense que ce n'est pas le cas. Combien de temps, par exemple, tu as mis pour faire cette vidéo? Et en général, combien de temps tu mets pour faire une vidéo? Et à quelle fréquence tu postes? Ça m'intéresse de t'entendre sur ce rapport à la temporalité sur TikTok, parce qu'on a le sentiment parfois qu'on peut filmer n'importe quoi et poster 18 fois par jour. Au contraire, tous les mois poster un truc magnifique. Comment toi tu te positionnes là-dessus? Alors c'est vrai qu'il y a ce sentiment que n'importe qui, puis c'est vrai n'importe qui peut faire un TikTok, c'est assez facile, on peut le faire en 5 minutes. Ça m'arrive aussi de faire des TikTok en 5 minutes, mais maintenant que je le fais de manière un peu plus professionnelle, je peux passer 5 heures, 6 heures à juste filmer un TikTok et puis 3 4 heures, même beaucoup plus, à éditer des TikTok. Ça dépend vraiment de l'idée que j'ai en tête et je pense que ça arrive de plus en plus de vouloir aller au-delà en fait, parce qu'il y a tellement de contenu, il y a tellement de personnes qui sont en train d'essayer de se faire remarquer que genre, c'est un petit peu plus, j'ai envie d'aller au-delà et c'est pour ça que je vais faire un petit peu plus de contenu, un peu plus, comme tu dis, sophistiqué, un peu plus avancé et ça peut me prendre quelques heures, comme ça peut me prendre 5 minutes aussi. Comme je le dis, voilà, je peux poster 1 à 4 fois par jour et j'aime bien faire un peu de tout, j'aime bien faire une vidéo qui m'a pris 5 minutes à filmer, comme j'aime bien faire des vidéos qui m'ont pris plusieurs jours de production, d'édition, de connaître des logiciels, voilà. Donc c'est un peu des deux. Et est-ce que tu arrives à anticiper la vidéo qui va marcher? Ou est-ce qu'à chaque fois tu es surprise, tu n'as aucune idée quand tu postes une vidéo, ou tu as quand même une petite idée, tu dis celle-là, je pense que ça va fonctionner? Ou est-ce qu'à chaque fois c'est la surprise? Comment tu vois ça? Je sens que c'est un peu l'opposé. Genre la vidéo, je passe des heures et des heures à l'éditer. Elle ne marche pas du tout. Et là, la grosse déception, alors qu'une vidéo que j'avais complètement oubliée dans les brouillons, que je poste juste pour voilà, ne pas la laisser juste dans les brouillons, elle va complètement exploser. Et je pense que ça atteste à l'authenticité de la plateforme, en fait, où des fois, peut-être, je vais trop loin d'en vouloir être un peu trop. Et les gens, ce qu'ils aiment voir, c'est juste se divertir, voir quelqu'un d'autre, quelqu'un de normal. Voilà, donc j'arrive pas à prédire ce qui va marcher, c'est toujours un peu une surprise. Merci Angela, on se reverra tout à l'heure parce qu'on parlera tout à l'heure du rapport que tu entretiens avec les marques aussi. C'est intéressant de savoir comment tu reçois des briefs, comment tu travailles des briefs et comment tu noues des relations avec des marques. Et donc on se voit tout à l'heure. Tout à fait. Tout à l'heure. Merci. Merci.
Je vais maintenant vous parler pendant une dizaine de minutes de la vision qu'on a chez TikTok du divertissement et de la manière dont TikTok est un acteur de divertissement et qu'est-ce que ça change dans nos vies et aussi qu'est-ce que ça change dans la vie quotidienne des gens et qu'est-ce que ça change dans la relation entre les marques et les gens. On peut passer au slide suivant. En général, d'ailleurs, même dans les discussions quotidiennes, on dit que TikTok, c'est un réseau social, ce qui est vrai, c'est-à-dire qu'il y a des fonctionnalités sociales à ce réseau. En revanche, ce qui en fait la spécificité, c'est que le centre du sujet, c'est de l'entertainment. D'ailleurs, quand Facebook a craqué, là, il y a un mois, là, quand personne n'avait WhatsApp et Instagram et Facebook, TikTok en a très très peu bénéficié. Ce qui a bénéficié, c'est Signal ou c'est Snapchat. Ce n'est pas le cas de TikTok, c'est la preuve que il n'y a pas un flux immédiat de réseaux sociaux vers une plateforme d'entertainment. Ce sont deux mondes qui se parlent évidemment, mais qui sont un peu différents. Et ça change tout en fait. C'est-à-dire que la spécificité, l'originalité de TikTok et le fait que TikTok a des relations différentes avec les marques est lié pour moi à cet ADN d'entertainment. Slide suivant. L'entertainment est lié, enfin la spécificité entertainment de TikTok est liée à deux choses qui ont l'air vraiment banales comme ça, dit comme ça, mais qui changent tout en fait. C'est une plateforme sound-on et c'est une plateforme full screen. Et ça, c'est deux choses qui sont spécifiques dans le portefeuille des médias sociaux. Et ce qui fait qu'en réalité, on est moins dans une logique de connexion avec les autres que de rentrer dans un flux de contenu. Et ça fait de TikTok finalement une espèce de nouvelle télé, d'une télé nouvelle génération avec des usages différents, mais qui du coup a des implications vraiment massives sur le monde de l'entertainment. Je vais vous donner deux exemples. Premier exemple avec le slide suivant. Dans la musique, je vous disais tout à l'heure que c'est une plateforme sound-on. Une plateforme sound-on, ça veut dire que vous ouvrez et immédiatement il y a du son. Alors il n'y a pas que de la musique, mais il y a du son. Et quand il y a de la musique, on peut se dire que c'est une plateforme musicale. Aujourd'hui, on mesure que les gens écoutent 24 minutes de musique de plus par semaine depuis un an. C'est lié à plein de facteurs, au confinement, à certains changements de rapport à la radio aussi. Mais c'est aussi lié à l'usage de TikTok qui aujourd'hui correspond à 11% de la consommation musicale mondiale. Ça veut dire qu'aujourd'hui, TikTok, c'est un acteur de l'industrie musicale. Vous savez, il y a des stars qui naissent sur TikTok. Doja Cat, elle est née sur TikTok. Lil Nas X est née sur TikTok. Megan Thee Stallion est née sur TikTok. Ce sont des stars mondiales qui sont nées sur cette plateforme. C'est une plateforme en bas, vous savez, vous cliquez, vous pouvez accéder à tous les contenus par la musique. Donc, il y a vraiment cette idée de « je suis un acteur de l'industrie musicale ». Donc ça, c'est pour le côté sound-on. Mais c'est aussi une plateforme full screen. Et slide suivant. Ça veut dire que c'est une plateforme dans laquelle on va être immergé. On va rentrer en immersion dans un contenu. Ce qui fait d'ailleurs, petite parenthèse, que les gens, une personne sur deux sur TikTok ne fait rien d'autre que regarder TikTok. Ce qui est aussi une spécificité, c'est-à-dire qu'on ne regarde pas la télé pendant qu'on fait TikTok, on ne parle pas aux gens pendant qu'on fait TikTok. On ne fait pas, on ne fait pas la cuisine, on regarde TikTok, on s'immerge dans un contenu. Du coup, c'est aussi un acteur de l'entertainment audiovisuel. Et je prends l'exemple de Squid Game, évidemment, que vous connaissez tous, qui est une série assez intéressante parce qu'elle est assez low cost, en fait. Elle a coûté que 21 millions de dollars, ce qui est en fait assez peu. Vous savez que les producteurs ont eu du mal à signer. Finalement, Netflix les a signés. Et en fait, grâce à TikTok, grâce au fait qu'il y avait cette sonorité bizarre juste d'une scène de l'épisode 3, si mes souvenirs sont exacts, qui est devenue iconique, de cette poupée, c'est devenu un énorme phénomène TikTok. Et TikTok est devenu une caisse de résonance délirante pour cette série, si bien que de 21 millions de dollars d'investissement, on évalue aujourd'hui la marque Squid Game à 900 millions de dollars. Et ça, c'est en partie, voire en grosse partie, lié à TikTok. Aujourd'hui, pour avoir un ordre d'idée, le hashtag Squid Game sur TikTok, c'est 57 milliards de vues. Donc, on voit que ce contenu audiovisuel a existé d'une certaine manière à travers TikTok. Slide suivant, c'est un petit moment d'autocongratulation. Il y en aura plein aujourd'hui, bien entendu.
Mais celui-là, en plus, c'est pas moi qui le dis, c'est le New Yorker, donc on a le droit de le dire. Le New Yorker nous explique que TikTok, c'est the last sunny corner of the Internet. J'aime beaucoup cette citation parce que c'est vrai que TikTok a un côté un peu cucu, mais au bon sens du terme. C'est-à-dire que c'est un peu joyeux, gentil et tout ça. Mais ça, d'abord, c'est vrai parce que ce n'est pas vraiment une plateforme sociale ou pas premièrement sociale, il y a peu de haters. C'est vraiment lié à ça. C'est-à-dire que si on était une plateforme entièrement sociale, alors très vite, les trolls seraient là, les haters seraient là. Mais le sujet, c'est s'immerger dans un contenu créatif. Alors en réalité, du coup, il y a peu de haters. Donc ça, c'est vrai. Et deuxièmement, cette notion de joie, qui est un des mots, une des valeurs que l'on porte chez TikTok, elle est aussi intéressante parce que c'est ce qui permet d'avoir un impact en réalité. C'est ça qui fait aussi que TikTok apporte une valeur sur le marché et peut aider les marques à créer de la valeur aussi. Parce que cette espèce de positivité leur donne un pouvoir. Et c'est ça que je veux vous raconter dans les quelques slides suivants. Je ne vous apprends rien en vous disant que le divertissement, l'entertainment est lié au pouvoir. Depuis la naissance de la société de cour, on sait que, souvenez-vous de Louis XIV qui dansait, qui était un roi dansant, il y a cette idée que le divertissement, qui divertit les gens, alors cette personne a du pouvoir. Car cette personne, elle s'empare des âmes et des cœurs, tout simplement. Et en fait, si les marques, grâce à TikTok, entre autres, arrivent à s'emparer de cette notion d'entertainment, alors elles vont pouvoir avoir un impact sur les gens, sur le marché et sur le monde. Slide suivant. Je vais commencer par ce petit point assez basique et un peu cynique aussi, mais en fait, quand les gens ils sont contents, eh ben, ils dépensent de l'argent. Enfin, aussi bête que ça, mais donc c'est pas moi qui le dis, c'est Walt Disney, donc je peux me cacher derrière le grand homme pour le dire. Mais en réalité, c'est la même logique, c'est le même business model en fait qu'un mall en fait. Un mall, c'est quoi? C'est un centre commercial où il y a un cinéma, où il y a de la bouffe, où il y a des vitrines trop belles et tout, et du coup, je suis trop content et j'achète des sacs. Et ben, c'est une espèce de logique psychosociale très documentée. Là où il y a de l'entertainment, là où il y a de la joie, et ben, il y a de la dépense. Et c'est vrai qu'on le voit très concrètement. Slide suivant. Avec plein d'exemples, j'en ai pris un que j'aime bien. C'est un retailer d'électroménager en Nouvelle-Écosse, qui s'appelle Maccullan, voilà, dans un petit village de Nouvelle-Écosse. Et il se trouve qu'il il fait des contenus très marrants sur TikTok. Il a une grosse communauté sur TikTok où il présente des lave-linges et des lave-vaisselle de manière amusante. Voilà. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens, en particulier une personne qui a fait 500 bornes avec son pick-up depuis l'Ontario pour aller s'acheter un putain de lave-vaisselle qu'il aurait pu acheter à 10 minutes de chez lui. Mais non, il a pris son pick-up et il est allé chez Macmillan parce que il est tombé amoureux un peu de ce retailer qui l'a fait marrer. En fait, c'est ça. Et donc on voit, d'abord, je tiens à dire que c'est une catastrophe environnementale de faire ça, bien entendu, mais c'est quand même super d'un point de vue de marque, puisque le delta de valeur de la marque ici est absolument apporté par l'entertainment, et par TikTok en particulier ici. Et je trouve que c'est très intéressant parce que c'est du retail, et souvent le retail, ce sont des items très fonctionnels qu'on va aller chercher. On va chercher le prix, le choix, le service. C'est plus difficile quand il y a une marque de retail de fabriquer de la connexion émotionnelle. On voit ici que le divertissement, c'est une manière assez simple de créer un espèce de lien émotionnel. Alors, un autre pouvoir que l'on a avec le divertissement, slide suivant, c'est un pouvoir dans la vie quotidienne. J'aime bien aussi cet exemple qui est donc un exemple de user. Peut-être que vous en avez aussi beaucoup dans vos feeds. Moi, c'est mon cas. Après, c'est l'algorithme qui croit que ça m'intéresse. Ça m'intéresse parce que je reste devant en même temps. Il y a beaucoup d'étudiants, vous remarquerez, mais c'est assez emblématique de quelque chose, qui se mettent en live sur TikTok pour travailler. Donc, voilà, ils sont là, ils révisent. Donc lui, par exemple, il nous explique qu'il est étudiant en prépa à Pau. Il est en live sur TikTok pour être sûr d'être loin de son téléphone et de pouvoir travailler. Donc il va se saisir de la société du spectacle, il va transformer son quotidien en un spectacle pour pouvoir avoir une forme d'empowerment ici, pouvoir se focuser sur son travail. Et en même temps,
il en fait un spectacle. Donc je trouve ça assez intéressant parce que c'est aussi vachement bien d'aller sur TikTok et de voir la manière dont les users utilisent les différentes features parce que ça en dit beaucoup aussi sur leurs insights du quotidien et la manière dont ils peuvent se connecter aux choses, aux envies et aux marques par l'entertainment. Et le dernier point que je voulais souligner sur la question du pouvoir, c'est le pouvoir politique. Slide suivante. Vous avez peut-être en tête cet événement qu'il y avait eu pendant la campagne présidentielle aux États-Unis, où des communautés s'étaient retrouvées sur TikTok pour s'entendre afin de vider les meetings de Trump en prenant toutes les pré-sales des meetings et en ne se pointant pas aux meetings. Donc les meetings étaient vides, en particulier dans l'Oklahoma. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont des communautés qui se sont retrouvées sur une plateforme d'entertainment pour faire ça. Ils ont été sur TikTok pour faire ça, premièrement. Et deuxièmement, c'était des communautés qui étaient des communautés de K-pop, c'est-à-dire des communautés qui déjà avaient fondé une identité autour d'une pratique d'entertainment, d'une pratique culturelle, en l'occurrence la musique. Donc c'est la preuve pour moi que l'entertainment, c'est bien plus que de l'entertainment. C'est du pouvoir commercial, du pouvoir de marché, du pouvoir social, du pouvoir politique. Qu'est-ce qu'on fait des marques dans tout ça? C'est la question que je lis sur toutes les lèvres. On peut passer au slide suivant pour y répondre. Je pense que il se passe quelque chose d'un peu révolutionnaire sur l'entertainment. TikTok est un des acteurs de cette révolution de l'entertainment. Et en général, les marques, elles n'aiment pas trop les révolutions parce que ça remet en cause un statu quo, parce qu'il faut réfléchir aux choses, évidemment. Mais je pense très sincèrement que, en fait, les marques, ce sont les acteurs parmi les mieux équipés, mieux que la politique, par exemple, probablement, pour adresser ces sujets-là. Je dis ça parce que, on peut passer au slide suivant. Je dis ça parce que, au fond, les marques, je parle vraiment des marques, pas des entreprises. Les entreprises, elles sont là pour vendre des services et des produits. Mais les marques, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de signes, un ensemble de valeurs, un ensemble d'histoires, d'images, d'imaginaires collectifs. C'est tout ça, des couleurs. C'est tout ça qui est dans la tête plus ou moins des gens. Et tout ça, en fait, c'est autant de matériaux pour faire de l'entertainment. C'est autant de matériaux qui peuvent être utilisés, réutilisés, remâchés, remixés dans le gros chaudron de l'entertainment. Je voulais vous montrer pour appuyer mes dires cette petite vidéo d'un user qu'on va regarder maintenant. Voie 1. Attention au passage d'un train. Éloignez-vous de la bordure du quai. Attention au passage d'un train. Éloignez-vous de la bordure du quai. Donc, ce que je trouve génial là-dedans, c'est que c'est vraiment une marque qui a quelque chose qui peut apparaître très ennuyeuse, mais en fait, en elle-même, elle a des sonorités, elle a des histoires, elle a des milliards de trucs à raconter qui peuvent entertainer les gens. La preuve, lui, va utiliser cette sonorité iconique qui est une signature de marque pour danser dessus. Et rien de mieux qu'une sound-on et full-screen plateforme pour transformer tous les codes de marque en entertainment et pour pouvoir justement se connecter de manière puissamment émotionnelle avec les consommateurs. Pour terminer ce petit point sur le divertissement, je voulais finir avec un slide très Celsa. Je veux bien qu'on le passe. Un slide de Neil Portman, qui est un analyste des médias américains des années 70, qui était très réac et qui disait ah là là, la télé c'est horrible, la télé. Oula, c'est moi. La télé c'est horrible, les gens ne se parlent plus, people entertain each other. Je pense qu'en fait, là, s'il vivait aujourd'hui, il irait se pendre aux toilettes parce que c'est encore pire que la télé. Mais en vrai, je pense que c'est une bonne nouvelle parce qu'en fait, s'entertainer each other, c'est en fait se parler. Mais c'est se parler d'une manière qui est 10 fois plus forte, 10 fois plus excitante et qui crée probablement 10 fois plus d'émotions. Voilà ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. Et pour, je pense, illustrer ça, on va se parler du cas Deezer, qui est aussi un grand acteur de l'entertainment.
suis avec Arnaud, Alice et Sherina, mais je vais vous laisser vous présenter peut-être. Alice. Bonjour à tous, je m'appelle Alice et je suis Social Media Manager chez Deezer. Bonjour, je suis Sherina Khalidi, en charge de l'acquisition chez Deezer. Et donc je suis Arnaud Marot, en charge du Digital Media chez Artefact. Alors, tout le monde connaît Deezer, mais quand même c'est bien de refaire un petit point. Donc est-ce que vous pouvez nous parler de Deezer et de sa spécificité sur le marché? Oui, alors je vais être effectivement assez succincte parce que je pense que personne n'est vraiment là pour ça, mais en quelques mots, Deezer c'est une plateforme de streaming musical française qui a été créée en 2007, donc qui a été parmi les pionnières des plateformes de streaming, qui est sur le modèle du freemium, qui est une spécificité, travailler en acquisition en particulier, où on a un produit free sur lequel on va encourager nos utilisateurs à passer en abonné payant pour profiter de l'ampleur de ce qu'on peut délivrer. On est leader en France aujourd'hui et on est globalement challenger partout ailleurs. Voilà. Et du coup, vous avez fait une opération et travaillé avec TikTok. Et évidemment, on est réunis pour ça, donc je veux bien que vous nous racontiez un peu la jeunesse de ce projet et comment ça s'est passé, que vous nous expliquez en quelques mots ce projet avec TikTok. Oui, on s'est lancé sur TikTok en février 2021 parce qu'on voulait toucher une cible à la fois plus jeune et à la fois une cible créative. On a bien conscience que TikTok aujourd'hui est incontournable dans le milieu des plateformes sociales et des réseaux sociaux et on voulait absolument être présent et nous aussi s'exprimer sur cette plateforme pour promouvoir ce qu'on avait à promouvoir. Et pourquoi vous avez choisi spécifiquement le hashtag challenge? Je crois qu'on a un slide là-dessus. Alors, sur le hashtag challenge, on l'a choisi pour un lancement au mois d'août. Il faut savoir qu'avant, on avait globalement utilisé toutes les options qui étaient possibles sur TikTok. D'un point de vue acquisition, en tout cas pour nous, TikTok, c'est clairement un média stratégique. Sur lequel on sent qu'on a besoin d'être, évidemment. Je pense que je n'ai pas besoin de m'étendre parce que Fabien t'en a très bien parlé tout à l'heure sur le fait que TikTok c'est une plateforme musicale, c'est une plateforme d'entertainment et donc pour nous il est évident qu'on veut être sur TikTok. Donc on avait testé énormément de formats disponibles, on n'avait pas encore testé le hashtag challenge, on attendait en fait le bon moment, la bonne occasion, la bonne campagne pour investir sur ce dispositif en médias. Et cet été, donc on a évidemment, on avait une grosse campagne qui arrivait, on voulait se positionner en tant que partenaire de l'été en France. Et c'est là qu'on s'est dit que le hashtag challenge, c'était vraiment le bon moment pour le tester, puisque c'est un dispositif qui, très rapidement, est capable d'apporter un maximum de reach. Donc on y est allé en partenariat évidemment avec Alice, enfin en grande collaboration pour monter un dispositif disruptif. On va le voir là, je crois, avec le slide suivant, on aura un petit sneak peek du hashtag challenge. Est-ce que vous pouvez nous parler aussi, au-delà du dispositif en lui-même, de la tonalité, de la créativité, enfin, comment vous avez abordé la question de tonalité, parce qu'il y a 1000 manières d'aborder un hashtag challenge. Alors effectivement, comme l'a dit Sherina, on a profité de cette campagne Summer pour lancer un challenge. On voulait y aller, on voulait tester ça sur notre compte pour Deezer et la campagne Summer était un bon moyen. On a du coup discuté de cette idée avec Artefact et avec TikTok pour trouver le bon angle et la bonne manière de communiquer. On voulait quelque chose de léger, de summer, que tout le monde pouvait refaire hyper facilement. Et en fait, on voulait mettre en avant une de nos covers de playlist summer, avec un son qui évoquait beaucoup l'été et qui a été le son de La Kiffance de Naps, qui a été numéro 1 des tops pendant très très longtemps. On voulait que ça résonne comme une légèreté, comme l'été, comme tout le monde pouvait refaire ce challenge. Et du coup, on a travaillé main dans la main avec TikTok et Artefact pour concevoir le branded effect, pour pouvoir ensuite proposer aux utilisateurs de créer leur challenge. Et
au-delà de l'idée créative en elle-même, comment est-ce que vous avez travaillé pour amplifier ce hashtag challenge? Peut-être Arnaud là-dessus. On va regarder certainement sur la slide suivante, qui sera plus parlante. Donc, une fois qu'on a le concept du hashtag challenge, c'est le point numéro 1, justement, être capable de créer ce branded effect, être capable de poser la bande son. Une fois qu'on a ces éléments-là, il faut qu'on puisse l'amplifier. C'est un moment très important parce que naturellement, un hashtag challenge a très peu de chances de vivre pendant plusieurs semaines et de générer un volume très important auprès des cibles qu'on cherche à toucher. Donc, on a 3 éléments que je vais définir et qui sont complémentaires. Les premiers, c'est aux 2 extrémités. Sur ces slides-là, c'est la Discover Page. On va positionner le hashtag Challenge Deezer, donc le Deezer Playlist Challenge, sur cette page. Cette page, en fait, elle est très utilisée par les utilisateurs de TikTok. Ils s'y connectent, ils vont aller regarder pour voir un petit peu quel est le challenge du moment, est-ce qu'ils ont envie d'y participer, est-ce qu'ils ont envie de créer un contenu et de le poser sur la plateforme. Donc on va s'y faire référencer pendant un certain temps pour être sûr d'être vu auprès des millions de Français qu'on veut atteindre. Le deuxième point, c'est de définir son challenge. Donc justement, c'est la challenge page. On va expliquer très concrètement le principe du challenge pour que tout le monde y joue de la même manière, qu'on respecte quand même les codes de ce challenge-là et qu'il y ait une espèce de concours avec parfois une récompense à la clé. Donc ça, c'est les bases, se faire référencer. Ensuite, on a besoin de créer l'étincelle. Et c'est là où justement la partie payante entre en jeu. Les formats Top View et One Day Max, c'est 2 formats qu'on va acheter en gré à gré. C'est-à-dire que ce n'est pas de l'achat à l'enchère. On va réserver, on va préempter pendant 24 heures 100% de parts de voix en France pour être sûr que 100% des utilisateurs français qui se connectent sur TikTok soient au courant qu'on a ce challenge. Donc pour donner un peu plus de détails, le Top View, c'est un format qui va s'ouvrir un peu comme un interstitiel à l'ouverture de l'application. Impossible de le rater. Donc ça, on le prend pendant 24 heures et on avait de la chance, il y avait Naps justement qui est le rappeur qui chante La Kiffance, qui était la chanson officielle, qui a accepté de prêter son image pour qu'on puisse le mettre en Top View, donc l'impact était assez énorme. Et le One Day Max, on l'a utilisé 2 jours plus tard, pendant 24 heures une fois de plus, et ce format-là va être le premier post payant qui apparaîtra dans le flux des utilisateurs, dans le feed des utilisateurs lorsqu'ils se connecteront sur TikTok. Donc ça a donné beaucoup de puissance, je crois qu'on a touché sur ces 2 journées plus de 14 millions de personnes. C'est important puisque ça donne le point de départ et ça apporte justement le 3e élément, le User Generated Content. Automatiquement, une fois qu'on a ces 14 millions de vues qui sont générées avec un influenceur aussi puissant que Naps et aussi les autres influenceurs dont on va discuter, on va créer énormément de UGC. Les cibles vont commencer à participer, on va avoir des milliers de personnes qui vont le partager à leur communauté et ça va prendre en puissance. Et le dernier point, c'est l'influence. Très importante, au-delà de Naps qui pour le coup a bien participé à ce challenge, on fait aussi appel à des influenceurs et à leur communauté parce qu'ils donnent énormément de puissance, énormément de force au challenge dès son départ. Justement, sur les influenceurs, puisqu'on a parlé du concept créatif, du dispositif de médiatisation, mais comment le cœur du réacteur, c'est les influenceurs, comment vous les avez choisis, comment ça s'est passé? Alors, on voulait des influenceurs avec une réelle force de... On peut changer de slide, je crois, non? Oui, il y en a ça. On voulait du coup des influenceurs avec une vraie force de frappe, donc on a ciblé des influenceurs top tail avec plus d'1 million d'abonnés. On voulait vraiment que le challenge résonne et qu'ils invitent justement leur communauté à faire de même. Donc on a ciblé 5 profils, top profils en France et de plus il y avait un 6e profil parce que comme tu le disais Arnaud, on a eu la chance d'avoir un contenu de Naps qui est considéré aussi comme un influenceur. C'est vrai qu'on travaille dans la musique et nos meilleurs ambassadeurs aujourd'hui et nos meilleurs influenceurs c'est les artistes. Donc il a participé au challenge, il s'est prêté au jeu et il nous a aidé à lancer toute cette force, avec beaucoup de force tout ce challenge. Et au fur et à mesure, et ce pendant une semaine, on a contractualisé du coup 5 influenceurs, 5 profils, avec plus d'1 million d'abonnés comme je le disais, pour pouvoir avoir une force de frappe d'autant plus forte. En fait, on a vraiment casté les influenceurs de par la taille de leur communauté et leur univers créatif. C'est tous des profils qui avaient une appétence pour la musique. Ils étaient tous en vacances et ils postaient tous des vidéos à ce moment-là. Et on s'est dit du coup que ça collait parfaitement avec notre concept. Tu as parlé de force de frappe, donc il y a une idée d'impact et de résultat. Est-ce que peut-être Arnaud, tu veux nous parler
manière dont vous avez mesuré et quels sont les résultats de cette collaboration et de cette campagne? Ouais, si on regarde la slide suivante, donc évidemment l'impact est énorme, on ne serait pas là pour en parler sinon. Le premier point sur lequel j'attire votre attention, il est assez clair, c'est pour tout marketeur, agence et annonceur qui se comprend. Vous le voyez tout de suite, on a généré presque plus de 10 fois plus de vues de vidéo que d'impressions. Sur une campagne traditionnelle, une campagne média traditionnelle, c'est impossible. Vous ne pouvez pas faire plus de vues de vidéo que d'impressions. Là, en fait, ce que ça nous montre, c'est l'impact du UGC, l'impact du partage et de l'influence sur cette campagne. Donc, les 26 millions d'impressions, c'est ce qui a été généré par nos formats publicitaires. Les 291 millions de vues de vidéo, c'est tout l'impact, tout ce qu'on a réussi à générer avec juste une étincelle en début de campagne, des influenceurs, des formats payants, et à faire durer du coup ce challenge pendant un mois pour générer autant de vues de vidéo. Il y a un KPI qui est très important quand on parle d'influence, parce qu'on est un peu sur de l'influence et on est sur de l'organique, c'est la Earned Media Value. La Earned Media Value, le concept est assez simple. On va prendre un KPI de base qu'on a généralement sur des campagnes de publicité payante traditionnelle et on va le rapporter au volume qu'on a généré sur notre campagne. Ici, si on rapporte un coût par vue, qui est généralement selon nos benchmarks à peu près 1 ou 2 centimes, à ces 291 millions de vues de vidéo, ça nous rapporte à peu près à 2,7 millions d'euros. Il aurait fallu que Deezer dépense ce budget-là pour atteindre autant de vues de vidéo. On est très très loin d'avoir investi cette somme, bien évidemment. Donc déjà, c'est un premier KPI clé qui nous montre le succès de l'opération. Cela dit, là, quand on parle de vues de vidéo, on est sur un KPI qui peut être passif. On consulte du contenu, on le regarde, on a besoin, nous, pour la suite, et parce que, évidemment, Deezer fait ça pour gagner des parts de marché auprès de cette cible, on a besoin que cet engagement il soit actif. Donc, j'ai un peu vendu la mèche, on parle d'engagement. On a près d'1 million d'engagements sur cette campagne. On fait le même exercice sur la Earned Media Value, c'est généralement 25 centimes en moyenne sur le marché français pour générer un engagement. Pareil, on a quasiment plus de 300 000 euros qui auraient dû être investis pour atteindre ces volumes-là. Donc, on parle beaucoup de budget, mais c'est une très bonne manière de comprendre que ces campagnes-là, oui, elles sont un peu différentes de d'habitude, elles sont un peu plus organiques, il y a de l'influence, elles sont moins maîtrisables, moins programmatiques que d'habitude, mais elles apportent une puissance et un potentiel assez fort. Et je terminerai cette slide-là sur la longévité de ce challenge. Quand on fait une campagne traditionnelle, on démarre sa campagne, on la termine, une fois qu'elle est finie, on n'est plus visible. C'est terminé, on n'a plus d'emplacement, on n'a plus de placement puisqu'on n'investit plus. Là, ce challenge-là, il a continué à tourner naturellement pendant un peu plus d'un mois pour atteindre plus de 500 millions de vues au bout de 2 mois. Donc, même une fois qu'on a terminé, on continue à avoir de la visibilité, c'est un super bon point. Voilà. Si on passe à la slide suivante, on ne s'est pas arrêté uniquement au KPI de performance, on va pouvoir passer à la slide suivante directement. On a fait un brand lift survey. Donc un brand lift survey, en quoi ça consiste? À partir du moment où on fait une campagne d'awareness, slide suivante s'il vous plaît. Quand on fait une campagne d'awareness, on aime bien mesurer les items de marque. Les items de marque, qu'est-ce que c'est? C'est des éléments de mesure qu'on n'est pas capable aujourd'hui d'avoir directement dans nos campagnes, qu'on ne peut pas quantifier immédiatement quand on lance une campagne sur les réseaux sociaux, sur Internet. Ici, ce qu'on fait, c'est qu'on fait du post-test. On va prendre une audience, l'audience qu'on recherche, donc ici par exemple la Gen Z en France, et on va en extraire un groupe qui ne verra jamais les contenus, donc qui ne verront pas les publicités concernant le hashtag challenge de Deezer. C'est volontairement qu'on fait ça parce qu'on veut être capable de savoir, en interrogeant chacun des groupes, ceux qui ont vu la publicité et ceux qui ne l'ont pas vue, on va être capable de savoir quelle est la hausse générée sur les items de marque, comme la mémorisation du message, la recall, ou l'awareness, la mémorisation de Deezer, de la marque et de son contenu. Donc là, les résultats sont positifs, on le voit, on est à plus de 6% si on passe à la slide suivante. On est à plus de 6% de lift sur la recall et sur l'awareness. C'est des bons KPI. Il faut savoir qu'il n'y a pas vraiment de benchmark, c'est compliqué d'en avoir, il y a énormément d'industries, c'est très différent. Nous, on est plutôt satisfait déjà lorsque c'est positif. Il faut savoir que ces indicateurs ne sont pas toujours positifs. Généralement, quand on dépasse les 4%, c'est une bonne chose et on est au-dessus de 6%. Donc on est ravis, sachant que c'est une première prise de parole très forte de Deezer. C'est une première campagne d'envergure, puisque les précédentes étaient importantes. Mais là, on est quand même sur une échelle qui était beaucoup plus grande. Et l'autre point, c'est l'intention et la recommandation. Alors, on n'a pas fait une erreur en cherchant à mesurer ces indicateurs-là, mais on les a quand même mis parce que c'était une première
très grosses campagnes et on voulait les analyser. On a eu notre réponse. Les campagnes de hashtag challenge, les campagnes de branding ne sont pas faites pour ça. On arrive beaucoup trop tôt sur ces cibles. Pour les travailler, il faut travailler dans le temps. On ne peut pas générer de l'intention d'achat immédiatement la première fois qu'on discute avec une cible. Donc si on passe à la slide suivante, et même encore à la suivante, sur la dernière slide, en fait, on s'est lancé dans le déploiement d'une campagne de performance en réalité. Le hashtag challenge, c'est que le début d'une stratégie plus long-termiste qui va nous permettre de concrétiser ce gain de part de marché auprès de cette cible. Le hashtag challenge a permis d'atteindre énormément de monde. On est sur un réseau qui nous permet de collecter les participants, de collecter les personnes qui ont vu les vidéos du hashtag challenge. Donc on a des volumes de plusieurs centaines de milliers de personnes qui ont été collectées sur le compte TikTok de Deezer. Et ces personnes-là, maintenant, on les retouche. On commence à les retoucher avec des formats un peu plus commerciaux, un peu plus pris peut-être, pour générer du trafic, pour générer de l'installation de l'application Deezer et générer de la souscription au service. Voilà. Donc c'est maintenant dans cette période-là, dans ce step-là de la campagne qu'on est. Tu parlais du hashtag challenge comme un début, donc c'est ce que j'ai envie de retenir. Ce n'est qu'un début, donc on se retrouvera très vite. Arnaud, Sherina, Alice, merci beaucoup pour cette discussion et on va passer la parole à Benjamin qui va nous venir parler de produits et de community commerce. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très content de vous retrouver ce soir à Porte de Versailles. Donc on a eu Florian qui nous a expliqué un peu la dynamique que connaît la plateforme TikTok aujourd'hui. Fabien nous a expliqué un peu le positionnement en tant que plateforme de divertissement. Moi, je ne vais pas vous parler de Louis XIV ni de Walt Disney. Nous, on va parler du social commerce, du community commerce et des solutions qu'on vous propose, qu'on met à disposition des agences et des annonceurs pour toucher justement nos communautés sur TikTok. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc, qui dit social commerce dit aussi se faire remarquer pour provoquer l'acte d'achat et pour se faire remarquer, activer des solutions branding. On s'est attaché depuis 2 ans maintenant de vous proposer des solutions qui traitent l'ensemble du funnel marketing pour vos annonceurs et on va voir un peu la roadmap pour 2022, ce qui nous attend en termes de branding dans un premier temps. Slide suivante, s'il vous plaît. Au niveau de la roadmap, on s'est attaché sur cette année 2022 à rendre notre offre commerciale beaucoup plus lisible pour vous et simplifier les solutions d'activation sur notre plateforme. On ne touchera pas au Top View. Le Top View, c'est notre format un peu héros en ouverture d'application, le premier écran sur lequel vous êtes exposé quand vous arrivez sur TikTok. Ce format, la réservation, qui vous permet de préempter 100% de part de voix sur une journée, on n'y touchera pas et il sera toujours disponible à la réservation pour créer l'événement pour vos marques. En ce qui concerne le One Day Max, donc qui correspondait à l'achat en exclusivité de la première position publicitaire dans le Feed for You, on va le passer sur une méthode d'achat Reach and Frequency. Donc vous pourrez l'acheter sur des campagnes où vous maîtriserez la durée, par exemple 3 semaines de campagne en fil rouge, le reach sur une cible donnée, mais également un CPM garanti et un reach, une atteinte sur cible et une fréquence que vous maîtrisez. Donc cette méthode que vous devez sans doute connaître, Reach and Frequency, est valable également sur d'autres positions, sur l'in-feed classique notamment, et même sur des logiques d'optimisation à la vidéo vue. En ce qui concerne l'auction classique et ce qui vous permet vraiment de fine-tuner vos campagnes de manière précise et d'optimiser au maximum, on n'y touchera pas également, mais on va avoir quelques add-ons qu'on va voir sur la slide suivante, s'il vous plaît, qui vont arriver donc à la fois sur Reach and Frequency et aussi en auction pour améliorer et booster l'engagement lors de vos prises de parole. Le premier add-on, ça va être le Gesture Ads qui vous permet en fait de jouer dans la créa avec un objet, un produit ou même un service potentiellement, il faut voir l'idée créative derrière, à l'interaction en fait du TikToker sur la créa. On a ensuite la page instantanée que vous pourrez complètement customiser, ajouter des vidéos, des visuels, du texte écrit pour venir compléter l'expérience et limiter par exemple les frictions qu'on peut avoir lorsqu'on a une redirection en externe. Vous pourrez tout de même insérer un call to action dans cette page instantanée pour rediriger derrière, mais en tout cas l'idée c'est d'avoir une expérience qui est complètement intégrée en fait, dans l'application. Vous avez aussi le format vidéo galerie. Sur ce format, vous pourrez insérer un carrousel en fait, de vidéos qui seront déclenchées en fait, à l'interaction pour déployer un in-feed qui est adapté justement au choix du TikToker par rapport au carrousel et aux produits sélectionnés.
Enfin, la Story Selection, c'est un peu mon add-on préféré qui vous permet en fait de sélectionner le scénario qui va se déclencher dans le format InFeed. Donc vous avez le début d'un InFeed qui est commun, ensuite vous avez un choix à faire quand vous êtes TikToker, vous cliquez et vous déployez un scénario qui est différent selon votre choix. Et enfin, vous avez le countdown sticker, donc un compte à rebours qui viendra s'apposer sur les InFeed. Typiquement, là aussi pour créer l'événement, quand on a une grosse sortie ou quand on a un live show par exemple, c'est très intéressant et ça permet de créer l'événement jusqu'à la date donnée. Ce qu'on voulait vous montrer aujourd'hui, et c'est vraiment le format branding, en tout cas l'annonce branding d'aujourd'hui, c'est le format mission. Sur la slide suivante, s'il vous plaît. Le format mission, c'est un tout nouveau format qu'on lance sur le marché, qui a été testé aux US et au UK et qu'on déploie sur l'ensemble des marchés où est présent TikTok. Le format mission, il permet de faire rencontrer les agences et les annonceurs directement auprès de l'ensemble de notre communauté, de tous nos créateurs. Comment ça va se passer? En fait, on va inviter donc les annonceurs et les agences à se connecter sur TikTok Ads Manager et à émettre un brief qui sera notifié à l'ensemble de la communauté, à l'ensemble de nos créateurs, à partir du moment où ils ont plus de 1000 followers. Les créateurs vont, eux, poster un contenu donc, qui est en accord avec le brief pour répondre à ce brief, justement, créer un contenu dans les guidelines de TikTok et dans les standards de TikTok. L'annonceur et l'agence vont pouvoir sélectionner les contenus qui vous paraissent les plus pertinents et qui correspondent le mieux à votre brief et ensuite les amplifier. Donc en fait, on peut dire qu'on va automatiser le système de brand content et d'influence au sein de TikTok Ads Manager. Bien sûr, ce sera disponible en self-serve, mais on vous accompagnera sur tout le déploiement de ces 3 étapes pour la mise en place du format mission. Le format mission, il pourra s'activer seul, mais il pourra aussi s'activer en complément du hashtag challenge et du branded effect pour vraiment faire une sorte de kick-off en fait, au lancement et directement booster la viralité auprès de toute notre audience. Donc on espère que ce sera très puissant, les premiers résultats sont très prometteurs. Donc voilà, en tout cas pour 2022, la nouveauté branding qu'on voulait vous partager aujourd'hui. On va parler ensuite vraiment de vente, qui dit social commerce dit vente et plus bas de funnel. On va passer à la slide suivante s'il vous plaît. On peut même directement aller à la slide d'après. Slide suivante, on peut directement y aller. Juste pour vous remettre un peu de contexte sur TikTok, parce qu'on parle de plateforme d'entertainment et de divertissement, mais c'est aussi une plateforme de découverte de marques et de produits. Aujourd'hui, 74% de notre audience vient découvrir des marques et des produits sur la plateforme. Donc on voit qu'il y a une forte appétence de nos communautés pour l'acte d'achat. On a d'ailleurs le hashtag TikTok made me buy it. On n'est pas encore au niveau de Squid Game, mais on est à plus de 5 milliards de vidéos vues sur ce hashtag où en fait les TikTokers se montrent en train de faire de l'unboxing ou montrer des produits qu'ils avaient repérés avant sur TikTok et qui ont provoqué l'acte d'achat. Donc on voit qu'il y a de la conversation aussi sur cette logique business. Et enfin, une étude, là vous avez la stat de 39% des personnes qui ont été interrogées dans une étude qui a été menée par l'IRI qui nous place comme un canal qui incite à l'achat. On est devant la télé et devant tous les autres leviers. On est derrière juste le canal des amis en fait, qui influencent nos actes d'achat, ce qui est plutôt logique en fait, quand on prend un point de vue un peu sociétal, on essaie souvent de s'identifier à des groupes, donc c'est normal que les amis soient hyper influents dans notre acte d'achat. Voilà un peu pour vous remettre le contexte et en quoi c'est pertinent de venir chercher l'acte de vente sur TikTok. On peut passer à la slide suivante s'il vous plaît. Le premier point, c'est TikTok Shopping. TikTok Shopping, c'est une suite de solutions qu'on met à disposition des annonceurs, à la fois organiques et à la fois paid. On peut passer à la slide suivante. On va vous montrer TikTok Shopping donc avec l'onglet de catalogue que vous pourrez directement intégrer dans votre compte organique. C'est-à-dire qu'une marque, sur son compte organique, elle pourra synchroniser son catalogue de produits et l'illustrer dans une galerie qui sera disponible directement sur le business account, lorsque vous êtes sur le compte organique de la marque. C'est une technologie aujourd'hui qui est disponible via Shopify, qui est notre partenaire, et via PrestaShop. Aujourd'hui, en tout cas pour 2022, on va le proposer via une API TikTok qui est disponible à tous les annonceurs sur le marché. L'idée aussi, bien sûr, là, c'est de rediriger en externe sur une landing page où il pourrait y avoir l'acte d'achat, l'acte de paiement. Fin 2022, c'est d'avoir un acte aussi de paiement qui sera complètement intégré à la plateforme pour avoir vraiment le cycle de vente totalement intégré dans TikTok. Donc là, on est vraiment au paroxysme un peu du social commerce. C'est un peu pompeux comme expression, mais c'est vraiment le cas d'être complètement intégré dans l'univers, en tout cas dans la plateforme. Sur la slide suivante, on a deux produits aussi qui vont être lancés. Déjà, la possibilité de mettre des liens dans vos vidéos organiques. Donc, vous pourrez faire une vidéo organique et directement
insérer un lien pour rediriger vers une page produit ou vers la landing page que vous avez définie. Et aussi le live shopping, on sait que c'est un produit qui est très attendu par le marché, notamment le marché français. La possibilité donc en live de faire découvrir vos offres, vos services, vos produits et de proposer une redirection sur une landing page pour acter, en tout cas pour avoir l'acte d'achat, pardon. Et comme je vous le disais, fin 2022, là aussi c'est d'intégrer le module des paiements directement dans TikTok pour avoir une expérience complètement native. Slide suivante s'il vous plaît. On va terminer avec des formats que vous devez sans doute connaître, mais sur lesquels on va accélérer encore plus en 2022. Le premier format, c'est le format Collection Ads. C'est ce format qui vous permet de mettre en carrousel différents produits ou services pour vraiment déclencher ensuite une page instantanée dans TikTok et ensuite de rediriger sur le site de l'annonceur. C'est un format qui est très utilisé sur notre plateforme. Vous avez aussi le Dynamic Showcase Ads, donc qui est la possibilité de montrer vos produits à notre audience de manière complètement dynamique par rapport à votre catalogue et ensuite de forcément provoquer de l'acte d'achat, soit en prospection sur des utilisateurs. Aujourd'hui, c'est le cas sur la prospection et donc on arrivera dès début 2022 sur du retargeting sur ce produit-là qui est en fait la clé pour générer de la vente. Et ensuite, le lead ad, je ne vais pas m'attarder dessus, je pense que c'est quelque chose que vous connaissez déjà très bien. Donc la possibilité de récolter des informations déclaratives par rapport à nos audiences à l'interaction de l'utilisateur. Voilà, j'ai essayé de ne pas être trop long. On va maintenant passer à une table ronde avec Arnaud Marot autour du social commerce. Voilà, Arnaud, si tu veux bien me rejoindre. Merci Arnaud de m'avoir rejoint sur scène. Je vais directement attaquer dans le vif du sujet par une première question. Quelles attentes pour toi et quelles opportunités représente TikTok sur le marché pour vos annonceurs et pour vous en tant qu'agence sur 2022 ? Je ne vais pas être très original pour la première opportunité. Elle est assez simple, c'est la Gen Z. Concrètement, cette Gen Z, on peut l'atteindre un peu partout, c'est vrai. Mais c'est un peu difficile toujours de la cibler dans un écrin où on peut coller à ses codes, où on peut avoir beaucoup d'impact. Donc je pense que le premier point, c'est ça, c'est la Gen Z. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'on l'a vu ces 3 dernières années, depuis qu'on travaille avec TikTok, on réussit à l'atteindre très haut dans le funnel, très tôt. On arrive à faire passer les messages de marque de nos annonceurs, ce qui est quand même assez puissant. Surtout que très souvent, sur les autres inventaires, alors il y a beaucoup d'inventaires, je ne vais pas tous les passer en revue, mais sur certains inventaires, on arrive peut-être un peu trop tard. On se retrouve sur des inventaires qui sont trop concurrentiels, donc beaucoup plus onéreux. En comparaison, TikTok est quand même assez rentable quand on cherche à atteindre cette cible. Donc je pense que la première opportunité, elle est là-dessus, elle est sur la Gen Z. La capacité d'aller séduire cette cible-là pour des annonceurs qui sont soit en quête de rajeunissement, de marque, ce qui est quand même assez fréquent et normal, et d'autres pour lesquels cette génération est leur cœur de marché. D'accord. Tu viens de parler des inventaires. À propos justement de l'inventaire des produits TikTok, est-ce que tu as des premiers retours à nous partager ? Je pense qu'il y a une autre opportunité, mais qui fait partie de cet inventaire, c'est la Creators Marketplace, qui est un produit extrêmement puissant. On en a un petit peu parlé, il y a le format Mission que tu viens d'introduire. La Creators Marketplace, pour l'expliquer un peu à tout le monde, nous on s'en sert beaucoup, c'est une plateforme intégrée dans TikTok qui nous permet de se mettre en relation avec des influenceurs, avec des créateurs assez facilement, de les briefer, de les mettre en relation en fait avec nos marques pour qu'ils postent du contenu pour nous. Pourquoi on fait ça ? Parce qu'on s'est rendu compte au fil des 3 ans où on a travaillé avec vous que les performances sont systématiquement meilleure quand on passe par un créateur, par un prescripteur, parce que cette nouvelle génération, elle est très sensible, très réceptive au contenu des influenceurs. On a systématiquement des résultats records. Aujourd'hui, on a plusieurs de nos annonceurs qui ont des campagnes all year long, donc vraiment à l'année, en non-stop, qui sont 100% sur du contenu d'influenceurs. Donc cette Creators Marketplace, elle est indispensable parce qu'elle facilite le travail et elle permet aux marques très facilement de créer du contenu qui va coller avec les codes de la plateforme. Aujourd'hui, certaines marques ont encore du mal à s'adapter à la plateforme, ce qui est normal, c'est une plateforme quand même encore nouvelle. Donc la Creators Marketplace est assez importante. Ensuite,
au niveau du mix de produits que vous avez, il y a une opportunité qui est intéressante, c'est la présence d'un achat en gré à gré. On en a parlé tout à l'heure, il y a le format Top View. Alors le format One Day Max, où malheureusement on l'a vu, il va disparaître, il ne sera plus vraiment en gré à gré, donc ça contredit un peu ce que je suis en train de dire. Mais concrètement, c'est important d'avoir ce mix. Vos concurrents, une grande majorité de vos concurrents ont abandonné ces formats-là quelques années après leur lancement sur les plateformes publicitaires. Et c'est dommage parce que les formats sociaux sont impactants, mais par moment on a besoin d'avoir énormément d'impact sur un temps court. Je donne un exemple concret, on gère actuellement des campagnes pour le Black Friday. Si je suis un grand retailer, peut-être que je vais être intéressé par un One Day Max ou un Top View pour préempter pendant 24 heures cette cible à l'abord d'un Black Friday. On peut le faire avec vous, on peut difficilement le faire avec d'autres. Il n'y a pas ces formats-là. Donc c'est important, sachant qu'en plus ces formats sont mixés avec des formats à l'enchère qui peu à peu se rapprochent de plus en plus du social commerce, du bas de funnel, qui est justement une attente qu'on avait. C'est-à-dire que ça fait un petit moment qu'on travaille avec vous. Les principales attentes qu'on avait, ce n'était pas forcément le haut de funnel où vous êtes très fort depuis le début. Concrètement, on a commencé là-dessus. Vos formats sont faits à la base pour faire de la vue de vidéo, de l'engagement et du reach. Mais sur le bas de funnel, on manquait un peu de formats. Aujourd'hui, c'est le cas. On a pu les tester en fin d'année dernière. On va les tester très fortement en cette fin d'année, évidemment, et on les teste déjà. Donc ça, c'est un bon point. Ça répond à une attente qu'on avait de pouvoir convertir nos cibles et de faire, comme on l'a présenté sur Deezer tout à l'heure, ce travail de séduction progressif qui se fait naturellement comme une discussion en fait. Et voilà, c'est à ça que servent les réseaux sociaux, c'est à ça que sert TikTok pour les marques. Merci Arnaud. Je te rejoins sur la partie One Day Max, ça ne contredit pas vraiment ce que tu disais. Rassure-toi, parce qu'on aura toujours le format Top View à votre disposition et la méthode d'achat Reach et Frequency se rapproche sur du garanti finalement, quand on reprend tous les codes de cette méthode d'achat sur lequel sera disponible la position du One Day Max. Si on se projette, pour toi, 2022, quels sont les grands enjeux qui nous attendent? Est-ce que tu peux nous partager un peu ta vision là-dessus? Ouais, le premier est négatif. C'est un peu paradoxal, mais c'est un gros enjeu de 2022. Je pense qu'on en a un petit peu parlé durant cette présentation, c'est la mesure. C'est crucial. On est 2021 et restera une année charnière. L'année où Apple a très brutalement mis en place iOS 14.5. Très brutalement parce qu'il a été annoncé en quelques mois. Il y a eu très peu de préparation technique et très peu de temps pour se préparer. Ça a été assez puissant parce que côté réseaux sociaux, pour des réseaux qui sont 100% ou à 90% mobiles pour certains, la coupure d'iOS 14 est quand même assez brutale, ça fait mal. L'autre point, c'est les restrictions, le consentement. On perd énormément de signaux, donc la première tendance, elle est négative, c'est de se préparer à ces pertes de signaux. On est déjà en train de le faire en ce moment avec nos annonceurs. Il faut le faire parce qu'on en parle maintenant, c'est quelque chose qui est problématique, mais ça va en grandissant. En 2023, ce sera Chrome. Quand Chrome va restreindre les cookies, ce sera une autre histoire. Là, ça va être très compliqué. Donc, ça, c'est la première grosse tendance. Et la seconde, on en a parlé, et évidemment, c'est normal que ça transpire aujourd'hui dans cette présentation, c'est le social commerce. Le social commerce, on en a toujours fait. J'ai l'impression que c'est devenu un peu un buzzword, mais ça fait 5-6 ans que tous les annonceurs en font. Faire de la publicité sur les réseaux sociaux pour générer du business, pour générer des ventes. Si on prend cette définition-là, on en a toujours fait. Je crois que c'est un peu plus de 90% des sites marchands qui sont aujourd'hui sur les réseaux sociaux et qui font de l'achat payant, de l'achat publicitaire. Donc ça a toujours existé. Ce qui est vrai, et c'est pour ça que c'est une grosse tendance désormais, c'est que la crise sanitaire a énormément augmenté l'intérêt pour les réseaux sociaux, pour l'achat en ligne, et tout ça cumulé, ça a créé de nouveaux canaux. Quand je dis nouveaux canaux, c'est des nouvelles méthodes de communication que sont le live shopping, que sont les e-shops, donc le fait d'intégrer son site marchand directement dans les plateformes, dans les réseaux sociaux. Donc ça, c'est une tendance très forte. C'est certain qu'en 2022, on en parlera énormément et il faudra s'outiller et s'équiper pour pouvoir suivre cette tendance. Mais il ne faut pas oublier qu'on essaie d'aller très vite, mais qu'il y a beaucoup de choses à faire, se préparer côté annonceur. Aujourd'hui, quand on discute avec nos clients, on a des engagements à générer du trafic sur le site, on a des engagements à générer de la first party data, du lead. Qu'est-ce qui se passera demain quand tout se passera intra-réseau? Quand la donnée sera captive sur les réseaux sociaux, comment on va faire pour l'attribuer, pour mesurer la contribution? Il y a énormément de questions qu'on doit encore se poser, donc c'est une grande tendance, mais on n'y est pas encore prêt selon moi. Et donc est-ce que pour toi, le marché est prêt à prendre ce virage? C'est justement ça, c'est toute la question, c'est la manière dont on définit le social commerce. Le social commerce est important
Alors je vais le définir, ce sera plus simple. Pour moi, le social commerce, c'est la capacité qu'aura un réseau social comme TikTok, à devenir un one-stop shop. C'est-à-dire, on peut y découvrir des produits, c'est le cas aujourd'hui, mais on peut aussi souscrire pour un service, les acheter pour un produit directement dans la plateforme. Et ça demande encore un certain travail quand on sait que le paiement intégré n'est pas encore prêt, c'est en cours de préparation. Ça va demander quand même beaucoup de discussions avec les annonceurs parce que ce n'est pas forcément évident à mettre en place. Et le deuxième point, c'est aussi la livraison des produits pour les retailers. Ce n'est pas quelque chose qui est simple. Qui va livrer les produits, comment ça va s'organiser. Et le dernier point, voilà, c'est ça, une fois de plus, la mesure. Ce sera le point crucial parce que oui, il y a un changement culturel, il y a un changement technologique, mais si les clients, si les annonceurs ne sont pas prêts, on aura beaucoup de mal à avancer. Donc c'est notre rôle chez Artefact de faire en sorte que cette transition se déroule bien. Nous, on sera prêts, a priori. Merci Arnaud pour ton intervention. Je vais ensuite redonner la parole à Fabien, que j'invite sur scène pour me rejoindre. Eh bien, pour terminer cette journée, cette petite séance, on retrouve Angela, donc Fancy et Paris, pour discuter de son rapport aux marques et de la manière dont tu abordes des briefs. On a fait un petit exercice un peu fictif de se dire, tiens, si tu avais un brief d'une marque de mode, puisque c'est ta spécialité, qu'est-ce que ça donnerait? Et donc, tu nous as fait une petite vidéo et je veux bien que tu nous en parles et ensuite on se racontera un peu comment tu travailles avec les marques en général. On peut regarder la vidéo d'Angela. Donc, on voit là encore que c'est une vidéo très dans la transition, ce qui est l'essence des marques de fashion en fait. Et TikTok est très adapté à ce genre de marque parce que la transition est au cœur des pratiques créatives des users. Est-ce que tu peux nous parler toi de comment ça se passe quand tu reçois un brief, comment tu travailles avec les marques, c'est quoi les briefs que tu aimes bien, c'est quoi les briefs que tu détestes, car c'est possible, peut-être qu'on envoie des briefs nuls des fois. Donc ouais, je veux bien que tu nous racontes un peu ton rapport avec les briefs des marques. Alors oui, donc quand je reçois un brief, la première chose que je cherche à savoir, c'est qui est la marque, parce que souvent, je prends un exemple, Lancaster, c'est une marque avec laquelle j'ai travaillé et je travaille encore. Ils voulaient venir sur TikTok pour un peu se rajeunir. Et c'est vrai que ce n'est pas du tout l'image que j'avais de Lancaster, qui pour moi est une marque assez mature. Donc c'est grâce à ce brief-là en fait, que j'ai compris qu'ils voulaient montrer une nouvelle image à travers mon contenu et qu'ils voulaient un peu se servir de mon contenu qui est très dynamique, très TikTok, pour justement donner cette nouvelle image. Et s'il n'y avait pas eu cet objectif très clairement exprimé dans le brief, j'aurais juste fait un contenu qui reflétait l'image que moi j'avais de la marque. Donc je pense que vraiment c'est important de communiquer aux créateurs l'objectif et le message qu'on veut véhiculer à travers son contenu. Et donc ça, j'apprécie beaucoup quand c'est clair dans le brief, parce qu'on serait étonné, mais il y a des fois, enfin, quand tu dis les briefs que je déteste, c'est quand il n'y en a pas, ou alors quand ils ont fait juste ça en 5 minutes et on ne sait pas exactement ce que la marque veut, parce qu'il y a plusieurs objectifs. On peut vouloir juste le brand awareness, on peut vouloir lancer un nouveau produit, on peut vouloir mettre en avant une nouvelle collection ou du Black Friday ou quelque chose de très spécifique. Donc en tant que créateur, c'est très important de connaître l'objectif. Et ce que je préfère, c'est un brief qui soit très clair dans les spécificités techniques, dans le branding. Donc, par exemple, une marque qui va demander à ce que le background soit complètement simple, pas de décoration, pas d'autres logos, etc. Mais qui me laisse quand même la liberté créative sur la direction artistique de la vidéo. Ce qui me permet donc beaucoup de faire des vidéos, par exemple, comme celle-ci, où c'est juste des idées que j'arrive à avoir, voilà, du brainstorming, du contenu que je consommais moi aussi, où je prends de l'inspiration. Mais si une marque vient me dire, voilà, on veut que tu fasses ça, ça exactement, là, je vais être complètement limitée et je vais pas faire mon boulot qui est donc de créer du contenu innovant et sympa pour communiquer le message de la marque.
Donc si je résume, c'est des briefs très précis sur les objectifs et très ouverts et très libres sur la créativité derrière. Tout à fait, idéalement. Comment tu parlais d'idées créatives et tout ça, tu nous racontais tout à l'heure que tu postes parfois 4 vidéos par jour, entre 1 et 4 vidéos par jour. Comment tu fais pour t'inspirer, pour trouver des idées nouvelles? Est-ce que c'est aussi une source d'angoisse chez toi de te dire aujourd'hui je ne vais pas pouvoir poster 4 vidéos car j'ai que 3 idées? Comment est-ce que tu te positionnes par rapport à la créativité et aux idées sur tes vidéos? Alors oui, il y a des fois où je suis vraiment en train de paniquer parce que je n'ai pas de vidéo à poster. Mais voilà, c'est mon boulot, donc je passe énormément de temps à consommer du TikTok. Même si ce n'était pas mon boulot, je pense que tout le monde passe des heures sur TikTok. Donc juste pour savoir ce qui est la tendance du moment. Parce que les tendances, ça peut surgir un jour. Genre si ça fait 5 fois que j'ai vu la même vidéo avec la même musique, je sais que c'est le moment de la faire. Parce que ça peut partir très vite et c'est au tout début des tendances et des trends qu'il faut passer dessus pour vraiment avoir le plus d'impact. Donc moi, mon process, c'est de consommer énormément de contenu, identifier ce que moi je pourrais aimer, ce qui va avec moi, avec mes valeurs, ce qui colle avec qui je suis en tant que créatrice de contenu. Et ensuite, une fois que j'ai ça, je vais essayer de créer un peu du contenu un peu mode, un peu plus poussé. Et aussi à côté, juste faire ce que j'ai envie pour m'amuser, quoi, parce que ça reste quand même, c'est TikTok, c'est ça que j'aime, c'est que tu peux poster une vidéo que tu as fait en 10 secondes et puis tu t'en fiches, c'est TikTok, quoi. C'est là pour ça, quoi, c'est authentique. C'est pas d'autres plateformes où, en tant que créateur, on va sentir plus de pression pour être un peu plus parfait, entre guillemets. Mais là, c'est vraiment le jeu de la plateforme, c'est d'être soi-même. Donc pour arriver à 4 vidéos par jour, ce n'est pas toujours des vidéos hyper éditées ou hyper produites. Ça peut être aussi, et ça l'est forcément parce que je n'aurais pas le temps de vivre sinon, de juste des vidéos que je fais comme ça, des challenges ou des choses qui me font plaisir. Tu parlais d'authenticité et l'authenticité c'est important vis-à-vis de sa communauté. Tu as construit une communauté de plusieurs dizaines de milliers de personnes qui te suivent aujourd'hui. Comment tu interagis avec eux quand tu travailles avec des marques? Est-ce que tu regardes du coup leurs commentaires? Est-ce que tu vas, en fonction des commentaires des collaborations précédentes avec les marques, tu vas peut-être modifier la prochaine fois que tu travailleras avec une autre marque? Est-ce que la communauté aussi, elle t'aide, elle t'inspire, elle te fait réfléchir? Je veux bien que tu me parles de cette interaction avec la communauté. Alors oui, avec le temps, j'ai appris que je ne peux pas forcer ma communauté à des choses qui ne vont pas avec moi en fait. J'ai auparavant fait l'erreur de travailler avec des marques que je n'aurais pas forcément, par exemple en termes d'habits portés ou de pièces que je n'aurais pas forcément vraiment dans ma vraie vie appréciées, mais j'ai quand même voulu faire genre juste pour une collab ou juste parce que j'avais pas l'expérience. Et on ressent tout à fait dans la communauté qui de suite s'est distancée, qui disent mais on ne te reconnaît pas là-dedans, donc le contenu marche moins bien. Donc il y a une vraie relation créateur-communauté, on se connaît très bien. Moi, je sais très bien, j'essaie de ne pas trop regarder les commentaires d'une façon à ce que ça va m'influencer mon contenu, parce que je pense qu'il est important quand même de rester moi-même. Si on commence à entendre ce que tout le monde dit, ça va être compliqué. Mais il y a une vraie relation de savoir qu'il faut quand même que je sois fidèle à ma communauté, parce que c'est grâce à eux que je suis là, c'est grâce à eux que c'est devenu mon métier. Je ne vais pas aujourd'hui, s'il y a une marque qui arrive, par exemple, j'ai déjà eu des marques qui m'ont contacté pour des produits des chiens. Je n'ai pas de chien, je ne suis pas connue pour tu aurais pu en acheter un. Donc quand tu vois que les marques elles font zéro effort et que ça ne colle pas avec tes valeurs, qu'ils n'ont même pas l'effort de rechercher c'était quoi ta niche, je ne vais pas du tout aller pousser ma communauté à consommer quelque chose qui ne va pas avec moi. Donc il y a une vraie relation proche entre la communauté et le créateur. Est-ce que tu fais des lives aussi? Ça t'arrive de faire des lives? Oui, ça m'arrive de faire des lives. Du coup, tu connectes avec ta communauté pendant les lives? Tout à fait. Alors oui, les gens sont souvent étonnés que je parle français, parce que bon, les gens ne savent pas pourquoi ils pensent que je suis américaine ou bon, je suis colombienne, mais ils ont choqué que je parle français, donc c'est c'est un vrai moment de connecter avec les gens. J'ai fait des lives juste comme ça pour parler aux gens qui se connectent et dire voilà, qu'est-ce que vous racontez aujourd'hui. Et avec chaque personne, il y a toujours un petit échange. Et c'est ça en fait qui crée
une relation plus proche en fait, parce qu'après je vais les retrouver dans mes messages privés où ils me posent une question par rapport à une tenue ou par rapport à quelque chose d'autre qu'ils ont vu dans une vidéo et ça commence à nouer des relations plus proches et oui, les lives c'est très pratique pour ça. Pour terminer, si tu avais une marque ou des marques de rêve avec lesquelles tu aimerais travailler, peut-être nous écoute-t-elle, avec qui tu aurais envie de travailler? Alors, j'aimerais travailler avec les grandes marques de mode. J'aimerais travailler avec Bottega Veneta, Balenciaga, parce que c'est des images des marques et c'est un storytelling que je pense que je pourrais vraiment faire des trucs créatifs super sympas et qui peuvent avoir le budget pour aborder ce que j'ai en tête. donc ça, c'est le genre de marque que j'aimerais bien travailler avec. Et ils ne te demanderont pas d'acheter un chien en plus. Donc, ouais. Donc ça va. Merci beaucoup Angela, merci d'être venue. Merci. Et merci à tous. Et avant de nous quitter, Arnaud va conclure cette journée. Parfait. Voilà, merci à tous.